Mhm. Oui, je t'entends bien. Ça va, Aviram, t'es rentré là? Oui, rentrer. Ouais, ça s'est bien passé? C'était très difficile, mais c'est passé, admettons. Bon, super, super. Oui. Bon, on va attendre un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore. Et puis il y a les vacances, là, je sais pas trop comment ça se goupille. Je vais, si tu veux, on attend une minute. Mhm. Aviram, tu me dis quand tu veux démarrer, hein? Oh, tu peux démarrer, oui, oui. Ok. Mhm.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 21 avril 2021, il est 20h05. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation, chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je vous passe Aviram en direct Oui. depuis chez lui. Chez lui, c'est un grand mot. Ah, C'est vraiment un grand mot et on est très content que c'est un grand mot. super. Attendez une petite seconde. Voilà. Vous m'entendez et voyez? On t'entend et on voit bien ta présentation. Toi, on ne te voit pas, Très mais bien. Alors, je vous salue aujourd'hui de Prévost à Québec. On est retourné pour vendre notre maison pour retourner définitivement au Guatemala. C'était très difficile de retourner grâce à toutes ces difficultés réglementaires autour du corona. On a dû faire un test. On peut faire un test à l'aéroport de Guatemala City, mais ce test n'est pas valide pour les avions qui vont à Guatemala. Donc, on a payé 200 quetzales pour rien. Après, il fallait prendre un hôtel pour une nuit et faire un autre test pour 600 quetzales, 3 fois le prix. On a fait le test, on a attendu le résultat a été envoyé par courriel, on était négatif, donc on pouvait rentrer dans l'avion. On était dans l'avion était plein à craquer, il n'y avait pas de place entre les personnes, donc tous les règlements sont pour des raisons économiques non observées et ça fait comme rien. Dans un avion, on ne peut pas s'infecter, c'est clair. Dans un aéroport, oui, parce qu'il y a plus de place pour le distanciement social, mais dans un avion, c'est pas possible, monsieur. Après, on est arrivé au Canada. À l'aéroport, on avait déjà un test PCR dans la poche qui était en bas de 24 heures. Euh, alors, pas loin d'être 72 heures. Mais il fallait faire un autre test PCA, le même test encore une fois. Pourquoi, monsieur? Oh, parce que c'est le règlement. C'est ça la seule réponse maintenant. C'est le règlement. C'est pas une réponse intelligente. Cette réponse ne vient surtout pas d'un mental ou une conscience structurée parce que c'est pas une réponse. C'est la même réponse quand j'étais petit. Quand j'ai dit mon papa voulait que je fasse quelque chose ou fasse pas quelque chose autre, il dit tu fais ça. J'ai dit pourquoi papa? Parce que
Voilà, ça s'arrêtait là. Alors, on a fait un autre test. Et pour attendre ce résultat de test qui normalement prend 6 heures seulement, on était obligé de booker 3 nuitées dans un hôtel sur une liste d'hôtels à créer par le gouvernement. Il faudrait prendre 3 nuits. Et ces 3 nuits sont sous un protocole spécial qui a évidemment incidence sur le prix de l'hôtel. Toutes sortes d'hôtels. Et on a finalement, heureusement, ma femme a trouvé un hôtel, le Hilton, qui était le seul qui rembourse les nuitées qu'on n'occupe pas. Donc, on est check-in dans l'hôtel. La nuit coûtait $600, 600 par nuit. C'est plus cher que notre vol. Après ça, on a eu inclus 3 repas, un lit queen avec une chambre impeccable, avec Wi-Fi impeccable aussi. Et comme les 6 heures ont passé, on a fait le test à 13 heures l'après-midi. Donc à 19 heures l'après-midi, on avait eu le test. On aurait pu attendre dans le hall d'entrée ou dans une cellule décontaminée. Mais non, il faut prendre l'hôtel. Et les autres qui n'ont pas recherché plus, là, tu dois quitter l'hôtel. Et par la suite, normalement, tu payes 1 800 et pas juste $600. Après, notre ami Claude nous a conduits à la maison. Et maintenant, on a fait 2 tests. Et on a en plus une quarantaine de 2 semaines à la maison. Et pendant cette quarantaine, il faut remplir par Internet un questionnaire qui est toujours le même, juste 2 questions. Toussez-vous ou avez-vous la fièvre? Si là, il faut dire non, parce qu'on n'a pas ça. Mais ça, c'est encore le Corona version numéro 1 de 9. Après ça, il y a tous les 2 jours un téléphone aussi automatisé de Santé Canada qui veulent d'abord, avant toutes les demandes, ils te disent c'est quoi la loi, et quand on raccroche ou on donne des réponses qui sont pas vraies, on peut avoir une amende de $3 000 et quelques semaines dans une prison quelconque. Après, ils disent, avant de vous poser les questions, il faut vérifier votre identité. Donc, entrez votre date de naissance, le mois, 2 chiffres, et l'année, 4 chiffres, suivi par le pound key, le dièse. Alors, j'ai fait ça, et après chaque fois, j'ai fait 3 fois, après chaque fois, l'automate dit, nous avons reçu des données invalides. Et après la 3e fois, ils ont dit, nous avons encore reçu des données non valides, nous devons raccrocher maintenant. L'automate doit, malheureusement, il ne s'est pas excusé. Non, non, non. Ils se sont pas excusés que leur truc automatique ne fonctionne pas non plus. Donc, ça aussi, cette situation est très non structurée, complètement basée sur les croyances de la conscience collective. mais c'est quand même ridicule. On a fait 2 tests, donc on est comme vraiment pas infecté. Et là, on doit faire la quarantaine pour nous protéger, je crois, contre tout le monde autour de nous qui peut être infecté. C'est ça? Non, dans la logique du gouvernement, c'est le contraire. Mais cette logique, elle est tellement non structurée que je ne la comprends pas.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler de? Aujourd'hui, d'abord, la très bonne nouvelle, Joël va donner demain soir, à la même heure, le numéro 5 de sa série des connaissances de la science du plasma pour les 8 ans. Je suis vraiment très content qu'il fasse ça. Un effet pour moi, c'est que avant, j'ai reçu beaucoup de courriels et de demandes qui portaient surtout sur les connaissances débutants. Et maintenant, j'en ai plus ça, donc je suis éternellement beaucoup de gratitude envers Joël qu'il a déjà éduqué toutes les francophones qu'ils ont plus de questions pour débutants. Alors, la 5e session va porter sur les acides aminés, très important parce que c'est ça la composante qui fait que tous les outils de plasma qu'on fonctionne réagissent ou interagissent avec notre forme physique. Ensuite, il y a une boîte de surprise. Ça se adresse pas vraiment aux francophones France ou les îles du Pacifique. Ça s'adresse plutôt aux Québécois. Le magasin, vous savez, a fermé et il reste quand même beaucoup de stock parce qu'Aviram est né en Allemagne, il était productif au bout, donc il n'a pas pu vendre tout, même à un prix dérisoire. Donc, il reste beaucoup de choses, ainsi que tous les composants pour fabriquer des magravs, d'autres outils du plasma. Et je veux donner tout ça. Et j'ai déjà parlé à quelqu'un qui travaille avec Joël et Zébiane pour la télévision, qui habite Montréal, qui s'appelle Élie Bouassi. Et lui, il va venir autour de 7 pour chercher ça. Mais lui, il n'a pas beaucoup de place parce qu'il vit dans un petit appartement de 9 mètres carrés. Donc, cette annonce-là adresse aux Québécois qui ont un intérêt de recevoir beaucoup d'outils de plasma, aussi avec les descriptions comment faire les choses. S'ils veulent bien, ils sont autour de Montréal, ils veulent bien travailler avec Elie Bouassi, qui est très gentil. Vous pouvez me faire signe soit par courriel ou par téléphone. Le courriel et le téléphone sont dans le bulletin PDF. Je m'adresse pas ici aussi le courriel et je vois, il est aussi sur la slide, sur le diapo de la présentation. Je m'adresse pas au français parce que le volume est vraiment grand et bien que je ne charge pas pour les choses, seulement une donation volontaire si quelqu'un veut être volontaire. Euh, mais c'est comme 11 boîtes et ça va coûter les yeux de la tête pour les shipper en France. Donc, plutôt les gens du Québec. D'ailleurs, si le magasin est fermé, mais je me prête toujours volontiers si quelqu'un veut se fabriquer des outils de plasma. Il y a une sous-domaine de plasma Laurentide qui s'appelle fabrication. Et sur ce site-là, vous avez toutes les, j'ai pas encore fini à tout mettre, mais à la fin, vous allez avoir tous les produits que le magasin a vendu avant en détail, la description en détail, comment les faire vous-même. Et je vous encourage toujours de les faire vous-même, surtout quand vous avez appris les bases avec Joël, vous serez tout à fait capable de faire tout ce qu'on peut faire sur le plan de GANS et de nanoplaquage nous-mêmes. Là, on arrive sur je crois que c'est le 4e ou le 5e chapitre des connaissances universelles. Cette fois-ci, M. Kesh a débuté son enseignement avec notre production d'énergie électrique par des centrales nucléaires. Ça nous pose beaucoup de problèmes
parce que on utilise des substances radioactives et on n'a pas encore, avant la science du plasma, trouvé une façon non violente, je dirais, de disposer des déchets nucléaires de ces centrales nucléaires. Donc, c'est un grand danger. À part des déchets, il y a aussi toujours le danger qu'une centrale nucléaire saute et ça donne la radiation directe sur les plantes, sur les êtres vivants comme les humains, les animaux et les plantes. Donc, maintenant, dans ce chapitre, on va apprendre qu'est-ce que les dangers nucléaires veulent nous apprendre. Et là, par la science du plasma, on a déjà appris dans les séquences avant sur les connaissances universelles et par rapport à notre production de GANs, qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'on est capable de transférer l'énergie en matière. C'est ça ce qu'on a fait avec les magraphes, par exemple, pour produire une électricité. Une électricité, c'est une énergie sur le plan matériel parce que ça travaille par les électrons. Et on a aussi fait ça avec, je me rappelle, Peter Saloch à l'époque, avec des réacteurs sur des moteurs. Il a réussi à produire du GANs, de l'or matériel. Donc, il pouvait faire vraiment la transformation ou transmutation du plasma vers l'état matériel. Et on peut aussi travailler dans le contresens, c'est-à-dire de transformer la matière en plasma, en énergie qui, par rapport à la radioactivité, n'est pas nocive. Et après, on peut utiliser cette énergie pour rematérialiser autre chose qui est bien pour le salut global, par exemple. Alors, dans ce contexte, Monsieur Kirsch ne le dit pas expressis verbis, mais Grégory Grabovoi, il le dit que toutes les choses qui apparaissent dans nos perceptions, ça peut être des éléments naturels ou des éléments fabriqués par l'homme, ils contiennent toujours un message du Créateur à nous. Donc là, le message du Créateur à nous, véhiculé par la pollution nucléaire, peut être le suivant. Vois-tu que la physique nucléaire actuelle est née de la partie non structurée de ton mental? Pourquoi? Parce que c'est pas cette façon de produire l'énergie électrique n'est pas inscrite dans le salut global parce qu'il y a une grande partie qui est nocive à la vie. Donc ça, c'est complètement impensable et inacceptable à l'intérieur du principe universel qui est le salut global. Ensuite, et tu te souviens que tu peux normaliser cette science et technologie. On a appris beaucoup de techniques et chaque fois on apprend un peu plus de technologies qu'on appelle évolutionnaires par M. Kirsch ou par Grégory Grabovoi qui nous enseigne comment on peut réparer ça. Alors, comment devrait-elle être pour qu'elle puisse être bénéfique à tous et favoriser l'éternelle évolution harmonieuse du tout? Et c'est ça le critère. Il y a comme 6 mois ou quelque chose, on a parlé de la nouvelle science. Et on a dit à ce moment-là qu'il y a un critère qui devrait être à la base de toute nouvelle science, qui est que la science et la technologie qui découlent d'elle devraient être bénéfiques
pour tout le monde, pour tous les êtres vivants, pour tous les environnements, et à la fois favoriser l'évolution éternelle harmonieuse. Donc ça, c'est le message du Créateur par rapport à travers la bouche des déchets nucléaires. On va voir maintenant comme on peut alors, avec la technologie du plasma ou la technologie des Eden, on peut transformer un danger à la vie vers un bénéfice dans le salut global pour tout le monde. Comment faire ça? Pour mieux comprendre comment ça se fait, Monsieur Kish a demandé à Rick de remontrer encore une fois cette animation que vous avez surtout, je crois, tout le monde a vu ça. C'est une animation très courte de quelques minutes qui commence avec l'image A. C'est comme un plasma qui émet des rayons plasmiques qui sortent du pôle nord, qui rentrent dans le propre pôle sud, mais quelques-uns sont bons aussi à travers l'univers. Ça, c'est montré sur l'image B. C'est à ce moment-là un rayon magnétique. Et ce rayon magnétique peut rencontrer d'autres rayons magnétiques parce que tous les plasmas ne cessent pas à faire ces mouvements continuellement. Donc, c'est très probable que deux plasmas d'une structure similaire qui ne sont pas identiques peuvent se rencontrer comme sur l'image C. Sur l'image D, une fois ils se rencontrent et ils ont comme envie d'interagir, c'est-à-dire il y a un lien d'amour entre les deux, ils vont se entremêler. Dans la physique quantique, on appelle ça to get entangled, c'est-à-dire comme entremêler. C'est l'image numéro D. Sur l'image E, ça devient encore plus interactionnel jusqu'au point que ça crée un nouveau plasma constitué par les deux plasmas ou plus qui se sont rencontrés. Ça, c'est visible sur le E et le F. Ce même cercle, il peut aussi décrire comment la matière est créée. Donc, on a au début un plasma. Le plasma interagit avec d'autres plasmas ou autres champs, comme le champ d'inertie à un endroit spécifique de la Terre, ou un autre plasma qui est notre intention ou l'intention de notre âme pour matérialiser telle ou telle chose. Ça se entremêle, ça interagit ensemble et ça crée un nouveau plasma qui, dans une situation où il y a beaucoup de matière ou de force inertie autour, peut se condenser tellement que cet plasma devient matière. Sur la même image, on peut retrouver aussi les trois états fondamentaux du plasma. Le principal, c'est le plasma originel. La transition, c'est les images B, C, D et E. Et l'état de matière qui peut, si jamais les plasmas deviennent assez lents et denses pour collapser en matière, ça devient c'est visible sur l'image F. Maintenant, parce que notre idée autour de ça, c'est comment on peut modifier les déchets nucléaires d'un danger mortel à un bénéfice pour tout l'univers. Donc, ça prendrait des interfaces, comment nous pouvons agir sur le plasma même.
sur le niveau principal, le seul sentiment qui y existe, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, si on arrive à aimer le processus ou de rapprocher le processus, même le processus de la création des polluants nucléaires, en étant dans un état d'amour, surtout inconditionnel, on peut déjà ajouter notre lumière informationnelle à ce moment-là, originel-là. Donc là, on charge la situation avec beaucoup plus de lumière informationnelle et ça va faire tout seul que ça va être par le fait même qu'on a ajouté plus de lumière informationnelle, cette charge va rapporter l'effet sur le plan matériel plus tard, déjà beaucoup plus proche à la norme. Si on n'est pas capable ou volontaire, non, volontaire on est toujours, mais capable des fois pas, pour de l'amour inconditionnel, on va avoir des émotions par rapport à ça. Et là, c'est très important parce que là, on est sur le niveau, on n'est plus sur le niveau fondamental, on est rendez-vous sur le niveau transition ou énergétique où le mental règne. Et là, je répète toujours la même chose, le mental a deux facettes ou deux hémisphères, un qui est structuré, l'autre qui est peu structuré. Quand on a des émotions qui appartiennent à la partie peu structurée, c'est-à-dire des émotions qu'on appelle négatives, comme répulsion, dégoûté, dérangé, en colère, toutes ces émotions négatives, on va produire une matérialisation qui va être plus négative aussi, c'est-à-dire elle va correspondre plus à notre état mental quand nous sommes mêlés de l'affaire. Pendant que si nos émotions sont positives, amour, appréciation, gratitude, ça peut être aussi la gratitude d'avoir un problème qu'on peut normaliser parce que comme ça, on peut encore plus structuriser sa conscience et aider le Créateur et aider l'humanité et aider les univers et toutes les autres règnes qui ne sont pas puissants comme nous. Donc, ça peut un peu développer la gratitude pour cette occasion. Et on peut aussi être très confiant que jamais dans notre vie va se présenter un défi à nous que nous ne sommes pas capables de relever. Donc, quand on se plaint, ah, mais ça c'est trop, on n'a pas compris un détail. C'est assuré, comme ça. Parce que tous les défis, ils viennent de où? Ils viennent de notre âme. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de notre âme? L'intérêt de notre âme, c'est de nous faire évoluer le plus facilement, pas le plus durement, le plus facilement et le plus joyeusement possible. Et ça peut être quand nous sommes comme trop dans la partie non structurée de notre conscience, on ne le voit pas. Mais là, ça nous appartient. Là, il faut peut-être faire un petit effort, entre guillemets, pour lâcher notre préjugé préconçu et d'être plus ouvert aux signaux de notre âme, comme les défis qu'elle nous présente. Elle nous présente toujours les défis qui sont d'un côté vraiment un défi et pas trop facile, parce qu'on veut développer notre créativité, notre courage, notre structuration de la conscience et tout ça, on veut développer ça.
Donc, on veut des défis qui sont vraiment des défis pour nous. Et au même temps, nous avons, elle, notre âme, slash le créateur, nous donne aussi au même temps, et on peut en faire tout à fait confiance, tous les outils nécessaires que nous avons besoin pour résoudre ce défi-là, pour relever le défi-là. Ensuite, si on regarde cette image avant comme le A, Monsieur Kesh après a fait deux petits cercles pour délimiter deux positions sur ce plasma-là. Et ça peut signifier, par exemple, ce cercle rose et un cercle bleu, ça peut signifier c'est des constellations, des structures plasmiques comme des versions ou des structures de lumière informationnelle, on pourrait dire, qui sont propices à, si ils ont dans un environnement terrestre, notre forme physique va se créer par cette structure de lumière informationnelle. Si le même plasma, c'est-à-dire notre âme, est transporté dans un autre environnement, admettons la planète Zeus, là, cet autre endroit sur le plasma, cette autre partie particulière de force de champ plasmique va avec l'autre environnement produire une autre forme pour abriter notre âme à ce moment-là qui peut ressembler à ça. C'est un peu comme une araignée avec beaucoup trop de jambes. Mais pour Planète Zeus ou un autre environnement, c'est ça la forme absolument propice pour vivre dans cet environnement et en profiter pour le connaître que la forme humaine dans l'environnement terrestre. Donc, entre les deux, il n'y a pas vraiment une différence de préférence. C'est juste, vous allez, si on trouve ça un peu bizarre, attendez, qu'est-ce que vous allez pouvoir sentir par un corps comme ça. Maintenant, nous, on a juste deux pattes par terre, admettons. Hein? Donc, on sent, on a comme une stabilité qui est so-so. Hein? Quand on marche, par exemple, sur une plage qui a beaucoup de cailloux de 2 kilos, hein, comme 2 poignées gros. Et ils ont tout arrondi un peu, donc ils sont pas stables. C'est très difficile de marcher. Et on peut se refouler la cheville très, très facilement. Tandis que si, admettons, la surface de Planète Zeus est une grande partie comme ça, si tu as comme 30 jambes ou 30 pieds, peu importe le sol sur lequel que tu es toujours stable. Et tu peux sentir avec ses pattes comme nous pouvons sentir avec nos pieds qu'est-ce qui est en dessous de nous. Et à mon temps, ça bouge. C'est une surface volatile. Et ça, on aurait beaucoup de difficultés avec nos sens humains terrestres de sentir un sol qui change de constitution ou qui change d'état matériel tout le temps. Et avec les autres pattes d'araignée quantique, là, on est plus facile plus adapté à faire ça. Donc, ça peut être super intéressant d'éprouver, d'expérimenter qu'est-ce qui se passe, parce que là aussi, on peut être sûr que le corps qui va se développer, on n'a pas besoin de le dessiner et comprendre avant qu'il l'a non plus. On peut juste faire confiance que notre âme, en interaction avec l'énergie et le champ
magnétique gravitationnelle de l'environnement va produire exactement le corps le plus propice et raffiné pour nous donner le plus de plaisir à explorer cet endroit spécifique. C'est la même chose avec le défi. Donc, c'est génial. Et en plus, on peut maintenant, merci pour cette idée, Catherine, on peut aussi renverser cet enseignement et dire, ah, mais c'est formidable, c'est comme si je ne suis pas venu, je suis venu sur la terre. Nous sommes tous venus sur la terre et on peut vraiment comme avoir une autre attitude de gratuité, de gratitude envers notre corps, propre corps. On ne pas le prendre comme acquis, ouais, on a un corps, blablabla. Bla, bla. Mais non, c'est raffiné, c'est évolutif et on peut de plus en plus sentir et se servir de notre corps pour notre plaisir dans cette existence dans le monde 3D. N'est-ce pas formidable? Dans le même contexte, M. Kesh mentionnait les éléments phosphore et soufre et les hormones. Il a dit que les hormones sont de toute façon des acides aminés qui sont d'une catégorie plus complexe et plus lourde, plus grand. C'est-à-dire, ils contiennent plus de phosphore et plus de soufre. Donc, c'est une autre catégorie d'acides aminés que le tissu musculaire, le tissu de la peau et tout ça. Parce que les hormones sont là pour gérer la formation des organes. Alors, toutes nos parties de notre corps sont régénérées, vous savez, comme quelques milliards de fois par seconde par l'aide des hormones qui font ça. Et les hormones, on le sait très bien, sont pas constantes, solides, statiques. Ils sont produits aussi continuellement dans notre glande endocrine à l'intérieur de notre corps. Et ces glandes, le travail de ces glandes est, comme pas de surprise, géré par la lame de la forme physique qui peut être structuré ou pas structuré de cette façon. Si le plus notre mental est structuré, le plus notre corps va produire des enzymes et des hormones qui garantissent un corps éternellement jeune et en santé, tandis qu'un corps pas assez structuré va suivre les croyances collectives pour produire un corps qui a des défauts, c'est-à-dire des hormones avec des défauts et des enzymes aussi, donc les organes qui en résultent et les parties du corps peuvent avoir des défauts également. Les petits ronds cercles blancs que vous voyez à l'intérieur du cercle ou de l'ellipse rose, ça représente justement ça. C'est les champs, les forces de champ qui correspondent à des acides aminés élevés qui sont produits plus proches des larmes, c'est-à-dire plus proches du centre du plasma de l'âme. Et de cette façon, ils ont plus de force, ils sont plus forts, plus grands et plus puissants. Donc, eux, c'est l'endroit où se créent les hormones qui aident par la suite à la formation des cellules et à la formation des organes du corps humain, pas seulement humain, mais tous les animaux et les plantes également. Si on regarde maintenant, si on veut, dans notre optique, rebobiner les déchets
nucléaires qui sont dans notre monde conservés dans des barils. Ouais. Et ils ont entreposé soit sous la mer ou dans la terre, ou quelquefois, je crois, nous avons aussi mis ça dans une fusée pour les envoyer dans l'espace, comme si on jette n'importe où nos déchets. Donc, pour remédier à ça, nous avons cette idée qu'on aimerait bien être capable de retransformer les déchets nucléaires qui sont matériels dans une forme plasmique pour après, avec cette forme d'énergie qui est beaucoup plus non spécifique, les utiliser pour en créer autre chose. Et l'éventail, qu'est-ce qu'on peut créer, est vraiment grand. Ce que M. Kesh nous explique avec ce schéma sur ce diapo-là. Ça, c'est un schéma qui explique comment notre corps tout seul, c'est-à-dire sans notre interférence volontaire ou consciente, même sans notre implication, le corps, il fait la transformation de matière en plasma, de plasma en matière, depuis qu'il existe, sauf on ne le savait pas. Maintenant, M. Kesh, dans le cadre des connaissances universelles, c'est-à-dire des connaissances du Créateur, nous explique le suivant. Le corps humain s'inscrit ou vit dans un environnement terrestre. C'est ça, le plus grand cercle, c'est la Terre un peu transparente, qu'on peut voir les autres choses mieux. Ensuite, à l'intérieur de notre corps, il y a entre l'âme de notre forme physique et le niveau matériel, il y a deux cercles de force, de champ, qui agissent, qui sont comme les interfaces de l'âme, de la forme physique pour créer la matière et décréer la matière. Ça, c'est le cercle rouge qui symbolise les champs de circulation sanguine, et le cercle bleu qui symbolise les champs de circulation nerveuse. Tous les deux se trouvent dans une ambiance qui est la lymphe. La lymphe, elle est liquide salin, comme l'eau saline qu'on a utilisée pour faire nos gaz, par exemple. C'est très bien de se rappeler de ça. Mais cette lymphe-là, elle contient aussi beaucoup de sucre. C'est pas parce qu'on mange trop de chocolat. C'est pas la raison. Même quelqu'un qui mange aucun chocolat, pas de bonbons, pas de crème glacée et de gâteau, rien, même cette personne-là va avoir une lymphe avec beaucoup de saccharides. Et c'est sucre, c'est juste sucre, ça apparaît comme sucre sur le plan matériel. Mais la lymphe, sur le plan matériel, c'est pas vraiment important. Parce que la lymphe, c'est un milieu de transition entre la matière et le plasma, c'est-à-dire l'énergie. Donc, il y a des correspondants qui s'appellent les 2H. 2H, c'est deutérium. Il y a beaucoup de deutérium dans la lymphe, et vous vous rappelez peut-être dans les enseignements avant le corona, M. Kesh a parlé beaucoup de fuel, spaceship fuel, c'est-à-dire le carburant pour les vaisseaux spatials. Et il a dit, le deutérium, c'est l'essence, si on veut, par excellence pour l'univers. Et, comme par hasard, c'est aussi la forme énergétique de base qui se trouve dans notre lymphe, avec laquelle le corps
peut synthétiser n'importe quel autre élément. Par exemple, dans cet exemple, M. Kesh a pris le calcium plasmique et alors formé par le calcium, c'est 20 électrons, 20 protons, 20 neutrons. Donc, ça se compose avec 10, comme vous le voyez là, les 10 boules, ça c'est juste schématique, c'est pas matériel, parce que ça se passe sur le plan plasmique, énergétique. C'est-à-dire, on a comme 10 unités d'énergie deutérium, 10 lumières informationnelles de deutérium qui interagissent ensemble avec le champ de l'âme de notre forme physique qui a besoin de calcium pour en créer un autre élément qui s'appelle calcium sur le plan plasmique d'abord. Après, ce calcium est présent sur le plasmique, on se rappelle, ça n'a rien à faire avec la matière. Donc, c'est pas se trouve pas à un endroit spécifique. Le plasma est hors du temps et hors d'espace, c'est-à-dire c'est partout dans la lymphe au même temps. Donc, le corps, s'il a besoin à tel endroit du fémur, tant de calcium pour restaurer la masse osseuse, il va rematérialiser, il va densifier ce calcium qu'il a produit avant à partir du deutérium en forme de calcium matériel qui va s'incruster dans l'os. Et ça, il n'a pas fait beaucoup de hocus-pocus non plus, parce que toutes les cellules autour de cet endroit de besoin de calcium, c'est déjà du calcium et c'est déjà pas n'importe quel calcium, mais le calcium spécifique fémur droite. Et toutes les hormones autour, ils vont juste permettre, si on veut, la matérialisation du calcium plasma dans ces formes de calcium matériel spécifiques à tel endroit du fémur droite. Là, on peut se demander, mais comment ça, d'où vient tout ce deutérium? Ça ne vient pas de rayons cosmiques, ça vient des rayons cosmiques. Peut-être à la fin, ça vient de là. Mais en détail, quand vous avez lu Anastasia, quand elle parle de la façon de se nourrir non matériellement, elle a dit, elle a cité une inscription dans le plus ancien temple de l'humanité. Je me rappelle pas où est ce temple, mais dans ce temple-là, le plus ancien temple de l'humanité, il y avait une inscription qui dise « L'homme mange comme il respire ». C'est difficile à comprendre cette citation-là si on n'a aucune idée de la science du plasma ou de la science de Eden. Parce que sur le plan matériel, c'est pas possible parce que je peux pas inspirer des frites. Et ça va faire comme un drôle d'effet si j'inspire une bière, qui arrive des fois et on tousse sans fin. Donc, l'homme mange comme il respire. Sur le plan matériel, ça marche pas. Mais sur le plan plasmique, ça marche très bien. Parce que si on se rappelle déjà que 80% de notre énergie, on ne prend pas par la nourriture, pardon, on la prend par la respiration. Respiration par les poumons et aussi respiration par la peau. Et quand vous vous rappelez comment la respiration dans les poumons se fait, on n'utilise surtout pas l'oxygène matériel dans les poumons. On utilise plutôt
l'azote sur le niveau plasmique. Cet azote sur le niveau plasmique dans les poumons, sur le niveau plasma, est fissionné ou fractionné en carbone et hydrogène, tous les deux plasmiques. Les hydrogènes passent à travers les parois des alvéoles pulmonaires dans le sang. C'est pas l'oxygène, c'est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est le transporteur de l'énergie. Et les deux hydrogènes, comme les isotopes de 2H, c'est un isotope de hydrogène qui s'appelle, comme par hasard, deutérium. Voilà. Donc, de cette façon, ça explique aussi pourquoi les pranariens, les gens qui se nourrissent par le prana, ils se nourrissent par la respiration. Entre-temps, parce qu'à la fin, quand ça va bien à se nourrir par la respiration, on peut aussi oublier la respiration. On peut se nourrir et respirer par les rayons cosmiques originaux tout court. Mais ça va être élaboré dans un chapitre plus tard. OK. Alors là, on a compris comment on peut dire l'homme devrait manger comme il respire. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de manger exprès. Il va pouvoir utiliser sa bouche et tout ça, cet appareil-là, pour se réjouir des goûts raffinés, des chaises, des noix qu'un écureuil nous apporte, par exemple. Mais autrement, le plus gros de notre nécessité en énergie, on va la prendre par la respiration en attendant. Donc, de où, de là, viennent tout le deutérium dans notre lymphe. Ensuite, la deuxième partie va s'occuper comment ça va aller plus regarder la même situation par les technologies proposées de Grigory Kravovoi, les technologies évolutionnaires. Et là, on va regarder comment je peux, quand je trouve comment mettre le passé à la norme, comment je peux influer et déterminer mon futur à la norme. Ça, c'est toujours mon problème. C'est toujours aussi le problème avec la pollution nucléaire qui est notre thème de départ. Parce que ça, c'est une action dans notre passé. On a créé une technologie à partir de notre mental non structuré qui fait que les effets de cette technologie sont au moins deux côtés. Un côté assez bon parce qu'on peut utiliser l'électricité pour se raser le matin ou pour cuisiner électrique ou pour whatever, ou charger notre voiture électrique. Et en même temps, les effets ça peut avoir des effets nocifs pour la vie. Donc ça, c'est signe ou preuve que cette technologie provient du mauvais côté de notre conscience. Pour être capable de modifier notre passé, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le passé, et pour comprendre le passé ou les événements du passé, faudrait comprendre les coordonnées de tous les éléments de l'univers en général. Et c'est ça ce qui montre le grand image. On a au moins chaque élément ou chaque événement dans l'univers
à minimum 7 coordonnées. Les 3 premiers, c'est très connu, c'est latitude, longitude, altitude pour localiser un événement dans l'espace. La 4e, c'est le carré blanc qui dit 30 mars 1955 à 3h15 le matin. C'est la coordonnée sur la ligne du temps linéaire. Toutes les premières 4 coordonnées sont clairement sur le plan matériel. Ensuite, le coordonnée numéro 5, c'est la cause de l'événement. On est très clair, chaque chose qu'on peut observer avec notre perception a une cause dans le passé ou plusieurs causes dans le passé. Et ça s'arrête pas là. Chaque cause du passé a encore une ou plusieurs autres causes et ça va en arrière sans fin. C'est important de comprendre ça. Parce que ça veut dire que la causalité de chaque événement ou le nombre de causes de chaque événement est potentiellement infini. Et ça nous dit, pour influer sur le passé, sur le plan matériel, la causalité, ou le plan énergétique, la causalité, ça nous prendrait un mental qui est tout à fait structuré dans le sens que nous sommes capables de traiter un nombre illimité d'informations au même moment. OK? 6e coordonnée, c'est la conséquence. De la même façon qu'on a chaque élément a une cause dans le passé, qui a des causes dans le passé et ainsi de suite, on peut projeter aussi en avant, vers le futur, que chaque événement dans le présent va avoir des conséquences dans le futur. Ça, c'est la même logique. Et ça fait le même arbre de décision élargissant. Donc, mon événement à ce moment-là, si, je sais pas, je téléphone à mon ami, ou je ouvre ma porte, ou je jette mon mégot dans la rue, ou je fais toutes sortes d'autres choses. Chaque action que je pose a des conséquences. Parce que si je jette un mégot, ça prend quelqu'un après qui va trouver ce mégot et le ramasser. Si c'est un nettoyeur de rue, il va faire ça professionnellement. Si c'est un être compassionné, il va faire ça compassionnellement et ainsi de suite. Et c'est aussi mon sentiment quand je jette mon mégot, ça a aussi des conséquences parce que c'est un événement, une émotion. Donc, je jette mon mégot est chargé d'une information, je m'en fous de mon environnement, Chris. Et là, quelqu'un voit ça, il va trouver ça encore plus dégoûtant qu'un mégot simple parce qu'il est chargé avec un dédain sur le monde. Et ça reflète aussi un dédain de la personne envers elle-même. Donc là, il va prendre ça, une personne compassionnée, pour non seulement enlever la pollution et pour avoir plus une vision de l'environnement plus plaisant, mais il va aussi, dans sa conscience, enlever ce sentiment négatif.
Et là, il peut être observé et ça peut, vous voyez, ça peut avoir une conséquence, mais ça peut avoir des multiples conséquences et ainsi de suite. Dans les conséquences aussi, c'est un nombre illimité. On a déjà fait la normalisation par l'équation universelle. À ce moment-là, on normalise le futur. Pour normaliser le futur sur le plan énergétique et matériel, ça prend aussi d'être capable de traiter un nombre infini d'informations simultanément. Très difficile. Et le dernier et le septième coordonnée, c'est la perception que nous avons de cet élément ou de l'événement. Et là, c'est l'espace le plus facile de changement. Pourquoi? Si je regarde les 4 premiers, la latitude, longitude, le placement dans l'espace et le placement dans le temps linéaire. Je peux dire, des fois ça se fait tout seul, je suis mêlé dans mes mémoires et je place la personne dans un autre environnement ou dans un autre temps. Ah oui, j'ai rencontré cette personne il y a 3 ans en Autriche. Mais c'est pas vrai. Finalement, je me suis juste trompé de mémoire. Mais ça veut dire, ces coordonnées sont influençables si je peux concevoir que le temps, l'emplacement dans le temps et dans l'espace n'est pas vrai. Mais dans notre conscience collective, on va toujours dire non, ça peut pas se modifier parce que c'est déjà le passé. C'est déjà figé et structuré. On ne peut pas altérer ça. Les conséquences, les causes dans le passé, c'est aussi difficile. Donc, la seule chose qui nous reste, c'est de travailler sur notre perception. L'image à gauche nous dit que le passé est vraiment carré, stable, statique. Dans la perception collective, dans la conscience collective, c'est complètement non modifiable. En réalité, c'est pas vrai parce que je vous ai raconté l'histoire d'un enregistrement sur cassette qu'on a fait qui était renfermé dans un coffre-fort et les étudiants ont changé l'enregistrement. Après, c'était fait et enfermé dans le coffre-fort et en présence d'un notaire, d'un directeur de l'université et blablabla. Ils ont sorti la cassette du coffre-fort, ils ont joué et il était changé. Donc, eux, ils ont changé un événement dans le passé. Donc, c'est possible, mais ça prend quand même beaucoup de concentration, c'est-à-dire de structuration. Le présent est perçu normalement comme une structure plutôt dynamique parce que nous avons la possibilité d'agir dans le moment présent et tout dépendamment comment nous sommes dépendants des croyances collectives ou non, on a une liberté, on exerce notre liberté qu'on a structurellement ou pas. Le futur, c'est un espace où le présent et le passé peuvent se fixer, le passé peut se fixer pour créer un présent. Et ça veut dire que ça dépend, toutes les possibilités dépendent si notre conscience est structurée ou pas. Un passé avec une conscience non structurée résulte dans un passé un futur qui est égal au passé.
c'est-à-dire le passé avec les croyances collectives se traduisent littéralement de moment en moment, éternellement. Si, par exemple, la conscience est structurée elle travaille aussi sur la base du passé. Notre pied, on est debout dans le présent. Quand on fait un pas en avant, le pied en arrière est déjà dans le passé. Faut comprendre comme ça. Donc, à ce moment-là, avec une conscience structurée, on a un futur qui peut être libre du passé. On va toujours avoir un pied dans le passé, c'est-à-dire on va connaître le passé, mais on peut créer le futur et notre présent par conséquence, en connaissance de la cause et des conséquences, c'est-à-dire on peut décider non, ça c'est pas à la norme, j'aimerais créer ça de différentes manières que les effets négatifs de la physique nucléaire n'arrivent pas parce que ma science et ensuite ma technologie vont être plus à la norme. Là, on peut prendre le premier et le troisième image sont devenus très bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on voit normalement sur ces images très bizarres? C'est une femme qui est en noir et blanc. Elle est assise sur le plancher en tailleur. Elle a sa tête dans les deux mains et elle est super triste. C'est une femme, l'exemple, qui a vécu beaucoup de relations toxiques avec les hommes, on appelle. Et cette femme tombe de nouveau amoureuse d'un autre homme. Si maintenant son mental est peu structuré, les chances sont très grandes que son passé, avec toutes les relations toxiques et les blessures par rapport aux hommes, va se reproduire et aussi cette nouvelle relation amoureuse va finir dans la même boîte, triste. Dans la nécessité de normaliser notre passé. Parce que si on normalise pas notre passé, on ne peut pas s'attendre à être capable de créer un futur qui est à la norme tout à coup. Parce que nous avons toujours un pied dans le passé. On part toujours du passé. Donc, si on prend nos 7 coordonnées, on sait que le travail sur les causes, c'est un travail infini parce que ça prend qu'on peut traiter toutes les informations de tous les éléments simultanément. Pour les conséquences, c'est la même chose. Donc, la perception est la partie où on peut plus facilement influer le passé. Et quand on est capable de changer un des coordonnées, tout est changé. Parce que les coordonnées ne sont pas seulement les coordonnées d'une chose à quelque part. Non, parce qu'on a 7 coordonnées, ça veut dire cette chose, quand on la change de localité, on change aussi la chose. Sur le niveau plasmique, c'est très clair, parce que si vous amenez un plasma d'un contexte d'inertie spécifique à un endroit sur la Terre, ça va donner une autre entité. Exemple très évident, si vous êtes né en Europe, vous êtes blanc, avec une peau blanche, vous êtes comme un blanc. Et si vous êtes né à Guatemala, vous êtes maya, vous êtes plus petit, vous avez le teint foncé, les yeux bridés et bruns, jamais bleus, et les yeux
foncé noir même si vous êtes très âgé. Donc, la perception, c'est la chose où on peut plus facilement changer. La perception dépend beaucoup de nos sentiments. Si j'ai des sentiments négatifs, je vais produire une réalité qui n'est pas à la norme. Si j'ai des sentiments positifs, je vais produire des événements qui sont plus à la norme. Si j'ai des sentiments de l'amour inconditionnel, je suis sur le plan fondamental et je ne peux que créer des événements et des éléments tout à fait à la norme et ça ne va pas être moi qui les crée tout seul, c'est en co-création avec le Créateur et mon âme. Donc, je me retire du processus et je donne toute la place à mon âme et au Créateur d'agir librement et je suis juste là pour me réjouir de ce que je peux expérimenter au cours de ce processus de co-création. Je crois que c'est ça plus précisément notre sens pourquoi on est sur la terre. Donc ça devient le pouvoir d'amour dans ce contexte-là est très, très, très important. Perception, c'est aussi un regard. Donc, si je peux avoir une perception qui est portée par l'amour, je vais voir et créer des événements à la norme, sinon, non. Je vous ai donné, il y a comme 4 ou 5 ou 6 fois, la petite parabole, c'est une vidéo. Je vous laisser encore une fois le lien sur les diapos et sur le PDF. C'est une petite histoire qui s'appelle La petite âme et le soleil. L'âme, une petite âme qui parle avec Dieu et qui traite exactement de ce problème-là, ou problème de cet défi-là. Un autre exemple qui ramasse très bien, qui résume très bien, c'est Grégory Grabovoi qui dit la conscience humaine est une forme de réaction à tout objet. C'est-à-dire la conscience humaine, elle est un miroir à tous les éléments de l'univers. Et un miroir, c'est une plateforme d'interaction. Un miroir peut toujours se mettre à l'image de l'autre. Hein? Donc, de cette façon, notre conscience est un miroir réactif à tout objet du monde. Donc, c'est très essentiel pour la vie de tous les objets du monde. Il est considéré comme un élément du monde dans lequel tous les éléments sont interconnectés. Lui aussi. Donc, lui, en fait, la conscience humaine, c'est le lien, c'est le réseau de l'esprit qui lie toutes les choses. Et ces réseaux qui lient toutes les choses, c'est justement ce réseau-là dans lequel nous travaillons si nous normalisons quand nous normalisons ou matérialisons les choses. La transformation de la conscience humaine ou de la forme de la réaction à un objet, c'est la même chose, entraîne une transformation de tous les éléments du monde grâce à ce réseau-là. Donc, chaque fois que nous réussissons à structurer notre mental, notre conscience un peu plus, nous structurons la conscience collective un peu plus simultanément, nous structurons tout l'univers un peu plus simultanément aussi. Pour ça, ça explique aussi pourquoi
Osho et autres êtres illuminés disent, quand un homme illumine, il illumine tout l'univers. C'est la même chose que Grigory dit là. Et il finit par la phrase, nous devons donc mettre de l'amour dans toutes nos perceptions afin de changer le monde. Ça, c'est vrai dans deux sens. Un sens. Le réseau dans lequel je parle, qui est le réseau qui lie tous les éléments de l'univers à travers nous, les liens, la matière ou les filaments de ce lien-là, ils sont faits de l'amour. Parce que l'amour, c'est comme de l'eau, ça connecte, là, ça influe la vie. Et c'est aussi, ça veut dire, si je reconnais pas que ce réseau d'intervention est l'amour, je me préclus de l'intervention. Là, si je suis dans une voiture et je ignore que la pédale à droite, c'est pour accélérer, je vais tout simplement jamais pouvoir accélérer la voiture. Même chose, si je ne comprends pas que toutes les interventions se passent par le réseau d'amour entre toutes les choses, c'est-à-dire autant que nous pouvons aimer toutes les choses dans notre perception, nous pouvons au même gré ressentir l'amour en provenance de ces choses-là individuellement vers nous, incluant le Créateur. Et ça change notre perception profondément parce que ça augmente notre pouvoir de la seule façon qui est sécuritaire. Parce que imaginez, quelqu'un pourrait, juste théoriquement, augmenter son pouvoir sans amour. Ça serait un désastre égoïste. C'est pour ça que toute intervention dans le réseau et toute intervention possible ne peut seulement se faire que par l'amour. Ça veut dire on est automatiquement toujours dans le salut global. Tu peux pas, par amour, manger le dernier morceau de gâteau et il y a quelqu'un à côté de toi ou derrière de toi. Et tu peux seulement, par amour, partager et chacun a un morceau du gâteau. À la fin, je vous ai mis une vidéo qui est très beau vidéo d'une chanson de Claude Thibault qui est un chanteur québécois qui est sur la photo. Il a fait une chanson pour le temps de COVID parce que le COVID, la technologie que nous employons actuellement par rapport au COVID, c'est une technologie comme les déchets nucléaires. C'est une technologie qui est pas tout à fait à la norme. C'est-à-dire, porter des masques et le distanciement social sans raison fait que, ou instauré comme partout et toujours sans discrimination, fait que dans les êtres humains s'installe un déficit d'incarnation, je pourrais dire. On se sent pas vraiment, plus vraiment incarné. Quand je suis pas vraiment incarné dans mon corps, je manque le bateau parce que la structurisation, la normalisation, la matérialisation se fait par le corps humain. Donc, le grand effort que la Kabbale est en train de faire, c'est de nous déconnecter de notre premier outil important qui est notre corps formidable.
et de cette façon, et notre corps, il est fait d'amour. C'est une boule d'amour, notre corps. Hein? Et ça, c'est le contenu de chansons de Claude Thibault. Et les images qu'il utilise, il parle tellement qu'on peut pleurer. C'est vraiment bon. Donc, avec ça, je termine ma multiplication pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Obrigado, thank you, merci, gracias, shukran pour cette heure, je crois, magnifique et profonde qui nous donne beaucoup de courage de passer aussi à travers ce temps de difficulté ordonnée. Quand on porte un masque et on fait le distancement, on peut quand même parler et on peut parler avec notre voix et on peut parler avec nos yeux et on peut aussi se cacher et se embrasser ou se donner des paroles qui sont tellement doux et encourageants que l'autre ressent on va agir peut-être moins sur le niveau de la physicalité, on va agir pour un temps plus sur le niveau des sentiments, c'est-à-dire le niveau d'énergie ou transition, ou encore sur les niveaux fondamentaux, qu'on aime toutes les situations. J'aime porter un masque et fusionner avec une autre personne à 6 pieds de distance. Et personne peut m'empêcher. Personne. Alors, mes amis, je vous laisse le microphone pour vos commentaires et vos questions. Merci Abiram pour tout ça. Mm-hmm. Moi, je pense que quand il y a une personne en face, avec le masque ou pas le masque, eh ça fait un champ grave entre les deux. Tout à fait. Voilà. Et puis le secret, il est là. Et ça, personne ne pourra nous empêcher de faire ça. Tout à fait. Merci Abiram. Et le pouvoir quand on se... Pardon? J'ai dit merci Abiram. Ah. Plaisir, Catherine. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions ou des témoignages à apporter? Merci beaucoup, Aviram. Oui, j'avais une question, excusez-moi. Frédéric, là, j'avais une question concernant le nucléaire qui est pas tellement côté déchets, mais côté finalement création de cette énergie très négative qui est la fission nucléaire et qui engendre des champs particulièrement négatifs, des rayonnements négatifs. En plus, souvent les centrales nucléaires en France sont situées sur des lignes particulières qui ont été choisies par ceux qui les ont installées comme étant des lignes qui devraient justement apporter, sur lesquelles il faut absolument pas mettre de mauvaises choses, sur lesquelles au contraire il faut mettre des bons rayonnements. Est-ce que tu penses que la technologie de cachet peut peut-être essayer de neutraliser un petit peu ce rayonnement négatif de toutes ces centrales nucléaires qui fonctionnent en ce moment et qui font une fission de la matière au lieu de faire une fusion, ce qui serait beaucoup plus logique et moins dangereux. Quel est ton avis là-dessus? Je pense que oui, la technologie peut aider, mais la technologie reste juste technologie.
La technologie, toute technologie a besoin de quelqu'un qui utilise la technologie. Et ça, c'est le point beaucoup plus important. Nous pouvons changer tout ça. Comme les lignes dont tu parlais, c'est, j'imagine, les ley lines qu'on appelle en anglais. Oui. Et c'est comme les centres nucléaires, comme l'Église catholique a mis leur Église avec Jésus crucifié et non ascensionné sur les mêmes points. Et la raison est d'éloigner l'être humain de ses origines. Comme j'ai dit avant, de nous éloigner de notre corps. Et notre terre est aussi notre corps. Mais on se laisse faire ou pas. Si quelqu'un met un édifice nocif sur une ley line, ça peut aussi être, admettons, il y a une autre ley line plus petite à côté et un chien fait son caca sur la ley line. Ça influence pas la ley line. C'est notre croyance qui fait « My God, ils ont fait ça! » Non! Ça fait effet négatif. Ok. C'est comme le masque. Le masque ne nous enlève pas le visage. Oui, oui, mais enfin, il fait beaucoup de mal, le masque. On voit beaucoup de gens qui font du vélo avec leur masque, qui se baladent dans la nature avec le masque. Bon, c'est pas le masque qui fait le plus de mal, c'est l'hypnose que génèrent tous nos médias qui fait le plus de mal, je crois. Je vais essayer de poser une question. Je n'ai pas réussi la fois dernière. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah ben merci. Voilà, c'est une question à propos de la respiration qui semble, d'après M. Kesh, contribuerait à 80% pour le maintien de la vie. Alors la question que je pose, c'est comment se fait-il qu'il y ait la faim dans le monde avec des images catastrophiques de gens qui sont squelettiques? J'espère que ma question a été entendue. J'ai pas compris la question. Je répète, si 80% de notre alimentation provient Oui. de la respiration, comment se fait-il que les hommes, les êtres qui subissent la faim dans le monde sont dans un tel état puisqu'ils n'ont pas puisque la respiration est là, même s'ils n'ont pas de la nourriture? Tu connais pas la réponse? je pose la Je question. crois que tu connais la réponse. Oui. Il faudrait la poser à M. Kesh. Mais t'as pas une idée de réponse? Moi, je ne comprends pas. Si, mon idée de réponse, c'est que Mais les gens la respiration ne suffit pas. Ouais, il y a des gens qui qui sont capables de se nourrir par l'air. Et il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de nourriture matérielle. Hein? C'est ça? Oui, mais ces gens-là, comment se fait-il qu'ils puissent pas se nourrir par l'air? Ça doit donc la différence n'est pas dans l'air, la différence c'est dans les gens. Qu'est-ce qu'il y a différent dans une personne qui peut se nourrir de lumière par rapport à une personne
qui meurt de faim parce qu'elle n'a pas de nourriture matérielle. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, je t'écoute. Non, je ne dis pas. J'ai posé une question. Ah, d'accord. S'il n'y a personne d'autre qui parle, je vais encore un deuxième point. Je peux me permettre une deuxième question? Vas-y, Ram, c'est ouvert, hein, il n'y a pas de problème. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que le deutérium provenait de l'azote. Ça, c'est une information très surprenante parce qu'on n'a jamais entendu l'utilité de l'azote dans la respiration. D'ailleurs, les plongeurs qui ont des bouteilles d'oxygène n'ont plus d'azote. Ils n'ont que de l'oxygène. Donc là encore, c'est un point sur lequel je demanderai facilement des explications plus détaillées, plus précises. Normalement, dans un cycle avec les éléments carbone, oxygène, hydrogène et azote, la combinaison de carbone et d'hydrogène produit de l'azote. Oui, mais là, c'est l'azote qui perd de l'hydrogène, du deutérium d'ailleurs, de l'isotope 2. Oui. Donc c'est une véritable réaction nucléaire. Oui, parce qu'il y a en plus, bon, tout n'est pas dit dans tout ça, parce qu'il y a en même temps il y a un dégagement d'hélium, enfin c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Oui. Faut pas, ouais. Moi, je ne demande pas une réponse tout de suite, mais je Oui, pense peut-être on peut dire que les réactions nucléaires sont sur il faut toujours être clair sur quel niveau on parle. Si on parle sur le niveau plasmique ou sur le niveau matériel. Les réactions nucléaires se font sur le plan matériel et pas sur le plan plasmique. Qu'est-ce qui arrive dans la respiration? On inspire le azote qui est en forme plasmique. Et cette dissociation de azote en carbone plasmique et hydrogène aussi plasmique, tout se passe sur le plan plasmique et pas matériel. C'est pour ça dans cette quand M. Kirsch a enseigné ça, il a dit est-ce que vous avez déjà regardé la taille d'un atome d'oxygène? Et vous regardez les alvéoles après les alvéoles pulmonaires et vous me expliquez exactement comment un énorme atome d'oxygène peut passer à travers les parois pulmonaires, après les parois des capillaires du sang, jusque dans le sang, pour se véhiculer après, toujours sur le plan matériel. Et personne lui a donné une réponse. Et après, si on comprend que ça se passe pas sur le plan matériel, bien que, comme on dit, c'est la même chose que la lymphe
on dit elle a plein de sucre. Mais c'est pas le sucre qui importe. C'est parce que la lampe, c'est pas un environnement matériel. C'est un environnement, oui, c'est aussi matériel, mais c'est plus important pour nos compréhensions qu'est-ce qui se passe sur le plan plasmique que sur le plan matériel. Si on veut juste regarder sur le plan matériel, on voit dans la respiration comme rien. Et on voit, OK, on inspire de l'air qui a, je me rappelle pas, mais c'est moins d'oxygène dans l'air que d'azote, par exemple. Et après, on expire CO2. Et après, ils font une théorie comment ça se transporte, le CO2, comment ça devrait diffuser d'une cellule dans le corps dans une capillaire, après c'est transporté dans les poumons, c'est rediffuser à travers la paroi de la capillaire, la paroi des poumons dans l'air et pour être expulsé. Et personne peut expliquer c'est où les trous qui laissent passer ça et pas l'autre gaz qui sont plus petits. Tous les éléments chimiques qui sont plus petits que l'oxygène devraient passer par le même trou, mais ils le font pas. Comme ça, c'est important sur quel niveau on parle, je crois. Merci, c'est une bonne explication, en effet. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Bien, mais écoutez, je vais fermer la salle et puis Aviram, tu restes au Canada pendant combien de temps là? Je vais rester jusqu'au 17 D'accord. mai et après je vais essayer d'aller voir ma maman en Allemagne et Basha va voir sa fille à Paris. Donc on va être plus proche physiquement. Ah oui, oui. Ouais. Super. Bon, ben écoutez, on va conclure la soirée. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, pour certains, à demain soir. Oui. Merci Aviram pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aviram, c'était super. Merci. Merci Aviram. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne soirée. Et Bon après-midi pour toi. Bon après-midi, ouais, je pense. Et Joël, demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, il y a un cours sur les acides aminés. Ah, d'accord, parce que moi je pensais que c'était ce soir, donc. Ah non, non, ce soir c'est Aviram, le mercredi, et puis le jeudi c'est moi. Ah, très bien. Donc, voilà. Parfait. À 20h. À demain. Oui, avec plaisir. À demain. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir tout le monde.